Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, une fois de plus, bienvenue. Et nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire qui abordera pendant 1 heure et demie jusqu'à 11h30 la question du rôle que peut jouer un syndicat de traitement des déchets dans la mise en place du tri à la source des déchets alimentaires. Alors, pourquoi est-ce que nous avons voulu aborder cette question? C'est comme vous le savez, la question de la gestion des biodéchets, de leur valorisation, prend de plus en plus de place dans l'actualité. Et parce que la question de la gestion et de la valorisation de biodéchets va se jouer beaucoup à un niveau local dans le cadre de circuits courts qui devront être mis en place un peu partout en France. Alors, nous allons aborder de manière assez rapide les enjeux réglementaires sans y accorder trop de temps, mais pour resituer ces aspects-là et surtout pour comprendre les enjeux au-delà des aspects purement réglementaires qui sont liés à cette question du traitement des déchets alimentaires. Alors, j'accueille avec moi aujourd'hui Bastien Gillard, donc qui pourra nous apporter son témoignage. Bastien est directeur du CITOMI, le syndicat intercommunal pour le transfert et le traitement des ordures ménagères du Morbihan intérieur. Donc, il vous expliquera l'organisation de cette structure et son rôle, et puis la participation active qu'elle a pu mener dans la mise en place du tri à la source sur son territoire, en Centre-Bretagne. Et j'accueille avec moi également Éric Feuillet, qui est responsable prospective et R&D chez GRDF Centre-Ouest et qui abordera la question de la valorisation de ces déchets alimentaires qui constituent une ressource pour la production notamment de biométhane et de fertilisants naturels. Et je remercie également Arnaud Ploquin et Léo Collin qui sont avec moi aujourd'hui d'Axibio pour la technique et pour l'organisation de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais aborder la question des aspects réglementaires et donc des enjeux liés à la collecte des biodéchets. Alors, en premier lieu, nous avons, je dirais, un triple enjeu autour de la collecte des biodéchets. D'abord, un enjeu environnemental, puisque lorsqu'ils sont mis en centre d'enfouissement, alors c'est valable pour la France, mais c'est beaucoup valable ailleurs dans le monde, ces déchets vont se décomposer et vont générer des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone et du méthane lorsque sa fermentation est anaérobie, ce qui est souvent le cas dans les centres d'enfouissement. Et il faut savoir que les décharges dans le monde, c'est à peu près 3 à 5% des émissions de gaz à effet de serre totaux. Donc, le premier objectif quand même de cette réglementation, c'est d'éviter que ces déchets finissent en enfouissement. Ensuite, ces déchets sont révélateurs d'un immense gaspillage alimentaire. Alors en France, le gisement global des biodéchets représente à peu près un tiers des ordures ménagères, c'est à peu près 12 millions de tonnes. Alors 12 millions de tonnes qui se répartissent pour une partie, une bonne moitié entre gros producteurs, c'est-à-dire restauration collective, marché, GMS, industrie agroalimentaire, et pour une autre moitié, entre les ménages et ce qu'on appelle les assimilés, c'est-à-dire les petits producteurs de déchets alimentaires. Et ce qu'on constate souvent, c'est qu'en restauration collective, on a, mais pas que, un important gaspillage alimentaire. Donc, un des premiers enjeux autour de la mise en place du tri à la source des biodéchets, c'est aussi leur mesure et la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un sujet maintenant qui prend le devant de la scène chez beaucoup d'acteurs liés au métier de la restauration. Et puis, séparer les biodéchets des autres flux de matières de déchets, d'ordures ménagères, c'est permettre aussi un meilleur tri de ces autres flux de déchets. Il faut voir que la collecte séparée des biodéchets est un peu concomitante de la mise en place des extensions de consignes de tri sur les plastiques et les emballages. Donc, plus on sépare la matière organique des autres flux de déchets, plus on pourra traiter correctement et de manière appropriée ces autres flux pour avoir un meilleur taux de recyclage.
Ensuite, nous avons un enjeu énergétique. Alors, un enjeu énergétique parce que les biodéchets, d'abord, avant même de permettre de production de biogaz, il faut voir que pour 1 kilo de nourriture produit, cela génère 4 kilos de CO2. Donc, il y a de l'énergie consommée pour la production alimentaire. Donc, réduire le gaspillage, c'est aussi faire des économies d'énergie. Mais une fois que ces déchets sont là, ils représentent une ressource. Ça permet de produire du biométhane. Une tonne de biodéchets, c'est à peu près l'équivalent de 100 mètres cubes de biométhane. Eric Feuillet y reviendra. Et 100 mètres cubes de biométhane, c'est de l'énergie pour chauffer des logements, c'est de l'énergie pour l'industrie. Si je donne une équivalence énergétique, 100 mètres cubes de biométhane, c'est à peu près 700 kWh. 700 kWh, c'est 70 litres de carburant, c'est 1000 à 1200 km en voiture. Ça permet également de produire des fertilisants naturels, alors soit à travers les digestats issus de la méthanisation, soit lorsque ça va directement en compostage. Et aujourd'hui, ça prend, je dirais, une acuité nouvelle, puisque en fait, la plupart des engrais azotés, enfin une grande partie des engrais azotés que l'on consomme aujourd'hui viennent de Russie et de Biélorussie. Donc, produire ces engrais, ces fertilisants naturels et cette énergie localement, c'est aussi renforcer la souveraineté énergétique et alimentaire de notre pays. Et enfin, Bastien y reviendra également, séparer la matière organique et ne pas l'envoyer en incinération, c'est aussi permettre une amélioration de la performance des incinérateurs qui eux aussi contribuent à produire de l'énergie. Donc on voit, les biodéchets, c'est pas quelque chose de totalement isolé, c'est quelque chose qui est lié aux autres sources de valorisation et à un écosystème global de gestion des déchets. Séparer les déchets organiques, ça permet aussi de réduire les ordures ménagères et peut-être la fréquence d'enlèvement des ordures ménagères. Et il faut voir que la réglementation donne aussi des objectifs chiffrés en matière de production, entre guillemets, d'ordures ménagères. Donc tout ça n'est pas indépendant, mais fait partie d'un système global de gestion de nos déchets, de nos ressources. Je fais un petit résumé des enjeux de la réglementation que vous connaissez probablement déjà. C'est une réglementation qui vient de loin, qui est apparue à la fin des années 2000 et qui établit de manière très précise que depuis le 1er janvier 2016, tous les producteurs de déchets alimentaires doivent effectuer un tri à la source de ces matières à partir de 10 tonnes par an. Et 10 tonnes par an, c'est facilement un collège, un lycée ou une entreprise qui fonctionne avec une restauration collective de 300 couverts par jour. Donc, depuis le 1er janvier 2016, ces établissements doivent déjà faire le tri à la source et envoyer dans une filière de retour à la terre de qualité ces matières pour une valorisation sous forme de compost ou de biométhane. Ce seuil s'abaisse au 1er janvier 2023 à 5 tonnes par an. Donc là, on va toucher à peu près un nombre très important de gros producteurs. Et au 31 décembre 2023, cela va concerner tout le monde et donc toutes les collectivités territoriales. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer maintenant la parole à Bastien qui va rentrer dans un exemple concret de mise en place du tri à la source des biodéchets. Oui, bonjour à tous. J'espère que mon micro fonctionne correctement. Pierre-André, si tu peux juste me faire signe. C'est bon? Oui. Ça fonctionne? Ok, super. Alors, je vais effectivement projeter mon petit diapo. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran également? Oui, c'est bon. Personne ne me répond. Je suppose que c'est bon. Moi, j'ai de mon côté, a priori, ça fonctionne. C'est bon, a priori. Alors, hop. Voilà, donc effectivement, donc merci à Pierre-André de nous avoir conviés à venir témoigner un petit peu de notre retour d'expérience à l'échelle du Cytomie. L'idée, c'est effectivement qu'en une demi-heure, je vienne un petit peu balayer la solution, enfin le schéma technique qui a été déployé à l'échelle du syndicat de traitement.
On avait démarré ça il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, et puis répondre aux différentes questions qui pourront se poser à la fois sur les aspects techniques et les aspects financiers. Alors, en un mot, alors si mon diapo veut bien passer, hop. Présentation du Cytomi. Donc, on est un syndicat monocompétences, donc traitement des déchets ménagers. Donc, on a 2 grands volets dans cette compétence-là. On a la partie ordures ménagères résiduelles et tri et valorisation des collectes sélectives. Et donc, depuis 2 ans, comme j'expliquais tout à l'heure, on a démarré la collecte d'un 3e flux qui est celui des biodéchets. Donc, on a 6 communautés de communes adhérentes. Alors, je suis désolé parce qu'au 1er janvier, ça a changé. On est passé de 5 à 6. On est sur un peu plus d'une centaine de communes, 190 000 habitants, et on a un territoire, nous, qui est principalement rural à semi-rural, avec quelques pôles urbains, des communes de plus de 5 000 habitants jusqu'à 15 000. Mais voilà, on est plutôt centre-Bretagne, donc effectivement majoritairement semi-rural. Alors, sur les compétences, bon, ça, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on a sur toutes les parties donc, de traitement et valo, et on a aussi toutes les activités annexes, c'est-à-dire les transferts des matières jusqu'aux installations de traitement, et on gère aussi la négoce matière, on revend les emballages issus du recyclage, et on a aussi la gestion des contrats avec les éco-organismes de type Citeo. Et un mot pour préciser que nos adhérents, nos communautés de communes adhérentes, elles conservent cette compétence collecte et l'intégralité de la gestion de déchetterie. Enfin, voilà, ça ne fait pas l'objet de la présentation de ce matin, mais juste pour présenter un petit peu notre organisation territoriale. Quelques grandes masses pour donner un ordre d'idée sur les volumes collectés. Donc en OMR, sur notre territoire, on est aux alentours de 32 000 tonnes. Emballage papier, on est à quasiment 10 000 tonnes, et en verre, on est un peu plus de 9 000 tonnes. Donc voilà, on est amené à gérer un équivalent de 51 000 tonnes à peu près de déchets ménagers, hors déchetterie, toujours pareil. Et sur les éléments de contexte aussi rapidement qui nous ont amenés à imaginer la boucle locale que je vais vous présenter tout à l'heure, ben, un petit peu de redite, mais rappeler que le territoire, il est majoritairement semi-rural. Donc, depuis déjà de nombreuses années, nos adhérents, et on les a accompagnés là aussi sur le volet notamment communication et montage des dossiers auprès de l'ADEME, notamment pour avoir des subventions. J'ai envie de dire que ça fait plus d'une dizaine d'années que nos différents adhérents ont distribué massivement des composteurs individuels déjà sur l'ensemble du territoire. Je n'ai pas le chiffre précis en tête du nombre de composteurs, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. Donc voilà, donc comme le territoire est semi-rural, on a un intérêt à ne pas déstructurer, on le verra tout à l'heure, mais à ne pas déstructurer cette organisation-là, puisque le composteur individuel, ça nous permet, nous, service public, de ne pas avoir à ni collecter ni traiter ce déchet-là, puisqu'il est directement géré à la maison par le foyer. Ensuite, toujours dans les éléments de contexte sur notre territoire, on a déjà beaucoup de collectes en point d'apport volontaire pour l'ensemble des flux, hein, le verre, le papier, l'emballage, là voilà, l'OMR, hein, ce qui est écrit là. Donc, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était déjà ancré dans le geste de collecte de nos usagers. Ils n'ont pas découvert les points d'apport volontaire de biodéchets, hein, quand je vais présenter tout à l'heure. C'était déjà quelque chose qui était maîtrisé sur les autres flux. Après, je veux vous dire que sur notre territoire, on a déjà aussi un ensemble de méthaniseurs qui vient mailler ce territoire-là. Par contre, on en a seulement un seul qui est équipé d'hygiéniseurs, puisqu'on pourra en parler tout à l'heure, mais les biodéchets issus de la collecte des ménages et des gros producteurs, on est sur des sous-produits animaux de catégorie 3, donc on a une obligation réglementaire d'hygiéniser avant méthanisation, donc ça on pourra en reparler un peu plus longuement, mais voilà, déjà vous dire que sur le territoire du Cytomi, on avait cette chance d'avoir déjà un méthaniseur équipé d'hygiéniseurs. Et ce méthaniseur s'est engagé aussi éventuellement à redistribuer la soupe hygiénisée vers d'autres installations de méthanisation qui, elles, ne sont pas équipées de ce dispositif d'hygiénisation. Ensuite, on a également, je dresse vraiment les éléments de contexte, mais on a également sur le territoire
un transporteur local qui roule au bio-GNV issu justement de méthaniseurs, hein, puisqu'on a aussi la chance sur notre territoire d'avoir des stations qui délivrent du bio-GNV avec des certificats d'origine issus de méta, dont notamment l'IGR Locminé, si certains d'entre vous connaissent. Et donc, ce transporteur, c'est la tournée verte. Et donc, lui, on a réussi à le faire monter en compétence sur la collecte des biodéchets, hein, puisqu'il était surtout spécialisé dans la distribution commerciale. Et notamment, il travaillait beaucoup pour les décathlons et ce genre de choses-là. Et donc, nous, on l'a spécialisé là un petit peu plus sur la collecte biodéchets. On en reparlera aussi quand je vous présenterai l'activité de collecte. Et puis, vous dire aussi qu'on avait mené, ça a démarré en fait à l'été 2018 avec une première étude avec la société Axibio. C'était une étude, on appelle ça du benchmarking, hein, c'est-à-dire on comparait les différents modes de collecte, hein, porte-à-porte, apport volontaire, ensuite, point d'apport volontaire, collecte, point de regroupement, compostage collectif. Enfin, voilà, on balayait le panel de solutions possibles en termes de collecte séparée de biodéchets, avec des éléments techniques, des éléments de coût, des dimensionnements d'installation à créer. Enfin, voilà, on parlera tout à l'heure de déconditionneurs. Voilà, cette étude-là, en 2018, elle a permis de poser un peu les jalons et puis nous positionner sur un modèle à retenir à l'échelle du Cytomi. Alors justement, les orientations qui ont été retenues, eh bien, c'est celle-ci, je l'ai déjà dit en introduction, l'idée, c'était surtout de ne pas aller déstructurer le principe de compostage individuel. Hein, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Si l'usager il le gère directement à la maison, à domicile, eh bien, il n'a pas ni d'impact environnemental, ni d'impact économique dans le cadre du service public, puisque c'est des camions en moins à aller mettre sur les routes pour aller collecter ces déchets-là et des installations de traitement qui ne se retrouveront pas saturés avec du déchet organique dans des ordures ménagères résiduelles, par exemple. Donc voilà, donc on ne touche pas au principe de compostage individuel, voire même on continue de le renforcer. Hein. On est encore en train de travailler avec certains territoires où on n'a que 50 à 60% du territoire qui est potentiellement couvert par des composteurs individuels. Et bien là, on va continuer de renforcer ce dispositif-là. Voilà, ça a été une des premières grosses orientations prises par le comité syndical du Cytomi. Et pour les zones plus denses, par contre, c'est-à-dire les centres-bourgs, centres-villes, là, ce qu'on voit d'indiquer, là, les habitats collectifs, là où on a beaucoup de gros producteurs aussi de la restauration, pas seulement collective, hein, quand on parle de restauration, c'est la brasserie, c'est la pizzeria, ça va être aussi les boulangeries, ce genre de choses-là. Et bien, pour toutes ces activités-là et donc tout cet habitat collectif qui va être plutôt en centre-ville ou centre-bourg, hein, parce que quand on est sur des communes de 3000 habitants, chez nous, on parle plutôt de bourg, et bien là, on ne va pas avoir la possibilité d'implanter du composteur individuel. Alors, on aurait pu partir sur du compostage collectif. Hein. Il y a déjà eu des essais qui ont été menés sur certains de nos territoires. On a vu que c'était très compliqué parce que finalement, le point de compostage collectif devenait finalement une déchetterie. Le maître composteur, il a tendance à très vite se démotiver. Hein. On a eu dans de l'hypercentre, là ici à Pontivy, on a eu 4-5 tentatives et ça s'est soldé plutôt par un échec. Donc l'idée, ça a été plutôt de se dire, on va partir sur la collecte séparée de biodéchets avec un dispositif de points d'apport volontaire. Pour les gros producteurs après du service public, donc là je suis au point numéro 3, pour les gros producteurs du service public, on appelle là par contre la restauration purement collective type lycée-collège, comme l'expliquait tout à l'heure Pierre-André en introduction. Et puis aussi ce que nous, on va appeler les super-aides de centre-ville. Et bien là, par contre, c'est pour ces gros producteurs du service public, j'insiste bien, on ne va pas capter, nous, les gros producteurs qui aujourd'hui ne sont pas dans le service de collecte public. Et bien là, eux, on va leur mettre directement un contenant. Hein, je vais le présenter tout à l'heure, le contenant. On va directement leur mettre un contenant. Hein, donc, c'est comme s'ils avaient chez eux leur propre point d'apport volontaire. Et donc là, on va venir les collecter dans les mêmes conditions qu'un PAV qui, lui, est posé sur la voie publique. Et puis, pour organiser un petit peu tous ces contenants, ces PAV qui sont dispersés sur le territoire, eh bien, on va avoir un outil qui va être central, qui est un déconditionneur. On l'appelle le bioséparateur chez nous, mais c'est un déconditionneur qui va être placé au centre de notre territoire
vers lequel on va faire converger tous ces points d'apport volontaires et tous ces contenants de type caisse-palette, bac de roue que je vous présenterai aussi tout à l'heure. Et le déconditionneur, il va nous permettre d'épurer la matière, hein, puisque même si on va dire que c'est le flux est propre à plus de 99,999%, on a quand même les quelques petites erreurs de tri que la méthanisation ne veut pas, ne souhaite pas accueillir, parce qu'après, ça va lui poser des problèmes de qualité du digestat. Donc voilà, ce déconditionneur, il a un rôle de centraliser aussi l'ensemble de la data que je vous présenterai tout à l'heure, hein, pour assurer la traçabilité. Et puis, on va y faire aussi le lavage des caisses. Et puis, c'est là où on va préparer donc la soupe pour aller vers la méta. Donc là, il a indiqué effectivement que la qualité en méta, la qualité en entrée méta, pour avoir discuté avec l'ensemble des méthaniseurs de notre territoire, c'est vrai qu'ils ont besoin que cette matière soit épurée des quelques erreurs de tri. Là aussi, je vais vous présenter des petites photos de ce que l'on peut trouver en erreur de tri, mais c'est des produits que les installations ne veulent surtout pas voir en entrée. Et puis en même temps, la soupe, ça permet de densifier le flux, hein, parce que c'est vrai qu'on avait certains industriels qui étaient dirigés directement en entrée méthaniseur parce qu'on était certain de la qualité qui pouvait y être apportée. Et bien, malgré tout, on les a ramenés vers le déconditionneur puisque les méta préfèrent avoir une soupe, hein, qui est vraiment prête à être hygiénisée et pas des produits en vrac de type les hamburgers ou les légumes abîmés. Voilà, là on a vraiment, vous verrez tout à l'heure, on a vraiment une préparation et puis un produit qui est destiné de par sa densité et sa nature à entrer directement en hygiénisation et ensuite méthanisation. Donc voilà les orientations qui avaient été retenues par le Cytomi. Alors ça, pour votre information, ça fait l'objet d'une délibération, hein, sur un schéma directeur de la gestion des biodéchets. Donc, pour schématiser un petit peu sous forme, c'est très à la mode, toutes ces boucles d'économie circulaire. Alors nous, on appelait ça la boucle locale de valorisation des biodéchets. Voilà, on va retrouver notre particulier ou notre gros producteur, hein, équipé de bioso ou pas. Voilà, ça c'est selon ce que chacune des communautés de communes souhaite. Alors c'est vrai que sur les territoires, nous, il est principalement quand même distribué des biosos, mais c'est pas une obligation. Le particulier, on va lui demander ensuite de se diriger vers donc un point d'apport volontaire, hein, qui est la première phase dans l'étape. Ensuite, après collecte de ces PAV, on va venir les diriger donc sur le centre de bioséparation, hein, le point numéro 2, ou site de transfert, voilà, parce que là, on va faire toutes les opérations de massification des tonnes, comme je le disais tout à l'heure, et puis de lavage et autres activités annexes. Et ensuite, en numéro 3, on va vers le site de valorisation, donc hygiénisation, méthanisation. Et là, ce site-là va sortir un mix énergétique, biométhane, électricité, chaleur, voilà, comme c'est indiqué, c'est les principales énergies qui vont en sortir. Et puis ensuite, un digestat liquide et ou solide qui va partir en amendement organique, un retour à la terre, et après, on retrouve, voilà, cette boucle vertueuse. On reproduit des denrées alimentaires avec les cultures. Et donc, voilà, on boucle la boucle, tout simplement. Alors, dans l'ordre, on va démarrer un petit peu, je vais vous présenter un petit peu les produits de pré-collecte. Donc là, la société Axibio, c'est vrai, propose 3 types de produits. On a la version caisse palette, la version bac 4 roues et la version bac de roues. Donc en fait, ce qu'on appelle la Gaia Box, nous, c'est finalement, vous voyez bien, c'est une sorte d'abri bac, mais qui est adapté à de la collecte biodéchets. Là, alors je ne sais pas si on voit ma souris. Est-ce qu'on voit ma petite souris circuler sur le schéma? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre Oui, on voit, ouais, on voit ta souris. Okay. Super. Donc là, on voit que le PAV, il est équipé en fait d'une pédale. Donc ça permet de venir, alors ça peut être ouvert même par un enfant de 10 ans, hein, il n'y a pas nécessairement besoin de peser 70 kg, hein, c'est quelque chose, tout est équipé de vérin à l'intérieur pour simplifier aussi l'ouverture de la trappe, mais on vient appuyer finalement avec son pied sur la trappe, ça évite de toucher le couvercle qui est ici, il vient se lever, et ensuite à l'intérieur, on a 2 barreaux,
des barreaux, comme une grille, si vous voulez, qui permet d'éviter qu'on vienne y déposer, par exemple, un sac OM. Donc, finalement, les barreaux, ils font un peu office de crible. Ça évite qu'on vienne y déposer n'importe quel type de déchet. Et en même temps, ça permet de venir à l'intérieur frapper le bioseau pour venir décoller les quelques matières qui peuvent rester collées. Donc, voilà, une pédale, un couvercle qui s'ouvre, on vient frapper le bioseau à l'intérieur. Et ensuite, quand on relâche, le couvercle descend doucement. Le couvercle est équipé d'un joint de caoutchouc pour essayer de rendre plutôt étanche en fait l'équipement, ça évite les nuisibles de s'y introduire. Je pense notamment aux insectes, puisque les rats ils vont plutôt chercher à s'introduire par le bas, puisqu'on parle bien de biodéchets. Donc c'est vrai qu'on va attirer potentiellement on pourrait attirer potentiellement ce type de nuisible. Mais voilà, pareil, l'équipement est carrossé jusqu'en bas, donc on a un fond qui rend l'équipement étanche. Alors, il ne rendrait pas totalement étanche à l'air, vous vous doutez bien, mais par contre, ça permet effectivement d'éviter aux nuisibles de s'introduire et ça permet d'éviter quand même les quelques émanations olfactives qui pourraient éventuellement se produire. Donc voilà, donc nous, on est parti sur le site ONU, on est parti sur la version caisse-palette. Alors pourquoi caisse-palette? Parce que c'est un contenant, on va le voir tout à l'heure au moment des opérations de collecte, qui permet de gerber finalement les caisse-palettes les unes au-dessus des autres, ce que ne permet pas un bac 4 roues ou un bac de roues. Après, c'est un produit très solide finalement, parce qu'au moment du lavage, on a besoin de le retourner un petit peu dans tous les sens. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas fragile, qui ne vient pas se casser comme une roue, par exemple, d'un bac 4 roues. Et après, c'est vrai qu'on là aussi, on assure une totale étanchéité, puisqu'on est vraiment sur un ensemble plastique moulé. Et si vous voulez, on a vraiment une étanchéité totale du produit. Donc, même si on vient déposer des biodéchets purement liquides, on n'a pas cette problématique de se dire ça va fuir au niveau par exemple, des roues des bacs 4 roues. Donc voilà pourquoi on est parti sur cette version de caisse-palette. Donc là, vous avez vraiment le visuel aujourd'hui de ce que l'on a nous sur le territoire, avec un système de contrôle d'accès. Alors on n'a pas ce stickage-là, là, je vois que Axibio propose aussi du stickage. Nous, on a mis le stickage de la communauté de communes. On est équipé donc d'un badge. Alors notre communauté de communes sur laquelle on a déployé ces PAV est en phase de déploiement d'une redevance incitative. Donc c'est le même badge qui va être utilisé pour les points d'apport volontaires en ordures ménagères résiduelles qui permettent d'ouvrir le tambour. Et là, c'est le même badge pour ouvrir la Gaia Box. Alors le contrôle d'accès, c'est pas pour aller contrôler les ménages, de savoir si elles font de la collecte séparée de biodéchets ou pas. Et c'est plutôt d'avoir de la data sur un foyer moyen, par exemple, de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, combien chaque semaine ils vont venir déposer en kilos de biodéchets. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Après, on peut très bien imaginer une Gaia Box qui est ouverte sans contrôle d'accès. Et là, dans ces cas-là, vient vider n'importe qui passe sur le territoire. Voilà, c'est un petit peu au choix, là, de la collectivité. Donc voilà. Après, on est équipé d'un petit panneau solaire, donc ça permet effectivement d'avoir une autonomie totale et de ne pas avoir de raccordement électrique sur ce genre de PAV, une petite batterie embarquée, et puis donc à chaque fois qu'on vient y déposer, donc ce que je disais, on contrôle, on a un numéro du coup de foyer, on est capable de reconstituer le foyer, sa composition, et puis une pesée embarquée. Donc on a 2 rails sur lesquels sont posés les Gaia Box, et donc on a de la pesée directement instantanée, et donc on sait que le badge numéro 2000 a déposé 2 kilos le 2 février. Voilà, tout ça, c'est de la data et ça nous permet aussi d'assurer de la traçabilité, parce que si on délivre des badges à des industriels, à des gros producteurs, des gros producteurs qui viennent vider sur le PAV, on est capable de dire la boulangerie du numéro 2 de la rue Martin est venue déposer dans l'année 500 kg de biodéchets. Si lui, il a besoin qu'on lui sorte un document de traçabilité, ce qu'on appelle les DAC, les documents d'accompagnement commerciaux, s'il a besoin qu'on lui établisse un document de traçabilité, voilà, on est capable de le faire parce qu'on sait qu'il a déposé 500 kg dans l'année ou 200 kg dans le mois, peu importe, et que nous, on a envoyé ça jusqu'en méthanisation et qu'après méthanisation, nous, on va récupérer les certificats de valorisation énergétique. Et donc, du coup, on va être capable de faire des équivalences énergétiques là-dessus. Donc, voilà, typiquement, à quoi va servir le contrôle d'accès. C'est vrai que si on ne l'a pas, le contrôle d'accès, je me répète, on ne va pas pouvoir être capable de tracer toute cette data-là.
Une photo d'un PAV sur notre territoire. Bon, là, il manque les stickages, on en a eu posé depuis. Donc voilà, c'est un équipement qui peut être posé sur une zone plutôt plane et qu'on peut déplacer assez facilement d'un territoire à l'autre. On peut très bien faire un essai sur un secteur, sur un quartier, et puis s'apercevoir que finalement, la Gaia Box est très peu utilisée. On la reprend très simplement, elle est juste posée, on la reprend et on vient, par exemple, la déposer sur un autre territoire. Alors, il se trouve que nous, sur les PAV qui ont été placés sur ce secteur-là, on n'a jamais eu besoin de les déplacer, mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire très facilement. Alors, sur l'opération de collecte, là, on va retrouver notre prestataire de la tournée verte, Adrien Cantoni. Vous voyez, le PAV est équipé de 2 portes sur le côté. On retrouve là ici notre petite pédale, notre petit couvercle qui s'ouvre, la caisse palette placée à l'intérieur. Et lui, il vient collecter ça avec des véhicules de type utilitaire, mais ça peut être, parce que là, il s'est équipé là dernièrement de camions haillons, ce que j'appelle un peu les camions de type déménagement. Vous savez, il y a le haillon qui descend au sol, il vient placer la caisse palette dessus, il remonte son haillon et ensuite il vient à l'intérieur gerber les caisses palettes les unes au-dessus des autres. Voilà, c'est quelque chose, juste pour vous montrer qu'au niveau de l'opération de collecte, ça ne nécessite pas de véhicules bien spécifiques. On est vraiment sur de l'utilitaire, plus ou moins gros, mais on est vraiment sur de l'utilitaire. Donc voilà l'opération de collecte. Donc peut-être en un mot vous dire que l'ensemble des bacs sont pucés, donc identifiés à chaque fois qu'il vient placer un bac sur un point de collecte, que ce soit un PAV ou directement chez un gros producteur. Il a aussi une puce estampillée sur son lieu sur l'implantation du PAV. Donc, il vient flasher son lieu, il flash la caisse. Du coup, on est capable de dire cette caisse-là a été déposée dans tel point d'apport volontaire. Quand il vient ensuite la collecter, qu'elle est pleine, il la reflash pour dire ça y est, je la retire de mon point de collecte. Et quand on va l'envoyer jusqu'au site de conditionnement, elle va être pesée à nouveau pour contrôler le poids. Et ensuite, elle va être flashée là aussi. Et du coup, on est capable de dire avec certitude que le PAV qui était dans la rue machin a bien 200 kg cette semaine qui a été collecté en biodéchets. Donc, voilà. Et donc, du coup, toute cette data-là, il y a une infrastructure numérique qui nous est proposée là aussi par Accipio, qui va nous permettre, après, quand on a de la data, on peut faire plein de choses, on peut se faire plaisir sur plein de domaines. Donc, on va retrouver un petit peu des éléments de base, c'est-à-dire de la cartographie d'implantation des points d'apport volontaires, du niveau de remplissage, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'une pesée embarquée dans les PAV. Donc là, ça veut dire qu'on est capable de savoir si dedans, on a déjà 80% de taux de remplissage le mardi de la semaine paire, parce que plus on a de la data, plus on a des algorithmes aussi qui travaillent et qui peuvent nous dimensionner une tournée autour de ça. Ensuite, on va retrouver les éléments plus classiques du tonnage collecté que l'on peut filtrer de manière hebdo, mensuelle ou annuelle. Et puis, on va recouper avec, on va faire matcher les équivalences énergétiques que l'on va récupérer du méthaniseur qui, lui, va recevoir ensuite la soupe. Donc voilà, donc on va être capable de savoir ce qu'on a produit et ce qu'on a injecté en biométhane, par exemple. On va avoir de l'historique de collecte, des pages de synthèse pour les administrés. Ça, je vais en parler tout à l'heure, mais on est capable de donner de l'info jusqu'au niveau du foyer, du ménage. C'est-à-dire qu'on lui donne accès à un portail web. Comme il a son numéro de badge, de même que pour la redevance incitative, on va lui donner un accès. Et donc là, il va être capable de voir ce qu'il a déposé dans l'année, dans le mois ou dans la semaine en biodéchets. Et nous, on va pouvoir lui donner aussi les équivalences énergétiques que l'on a pu produire, enfin que le méthaniseur a pu produire avec son volume de biodéchets déposés. Et puis après, on va avoir aussi ce qu'on appelle des listes blanches ou à une époque, on pouvait blacklister un utilisateur, c'est-à-dire que comme je fais du contrôle d'accès, si j'ai envie de diriger un gros producteur vers un autre PAV, je peux le verrouiller sur tel PAV, par exemple. Enfin, voilà, on peut faire plein de belles choses après, à partir du moment où on a de la data. Sur le portail ménage, à l'échelle du territoire, ce qui a été imaginé peut-être à terme aussi, c'est un peu une nouveauté, parce que jusqu'à présent, sur la collecte et le traitement des déchets, on n'a toujours fait que taxer l'usager du service, parce que c'est normal, on est sur un service global qui a un coût. Même si on a des recettes qui nous tombent à droite à gauche, ça permet juste de minimiser le coût, mais aujourd'hui, la gestion des déchets ne s'équilibre pas. On a vraiment
enfin les recettes pardon, ne permettent pas d'équilibrer le coût du service. Donc à un moment donné, on est obligé de lever de l'impôt ou une taxe. Et donc là, l'idée un petit peu des élus du territoire, c'est de se dire, à un moment donné, comme on va avoir de la data à l'échelle du ménage, et pour les inciter à collecter séparément leurs biodéchets, et bien à un moment donné, on va réfléchir à une forme de récompense de ces foyers-là. Alors, quand je parle de récompense, ce n'est pas forcément du monétaire qui tombe, mais c'est plutôt un peu un format de clean coin et donc peut-être de leur permettre d'avoir à terme une réduction, par exemple, du ticket d'entrée à la piscine ou du ticket d'abonnement à la médiathèque. Enfin voilà, ça c'est des choses, on parle bien de service public là aussi, ce sont des choses qu'éventuellement on peut essayer de développer très facilement. Voilà. Donc nous, les élus commencent déjà à réfléchir à un moment, là actuellement, à une façon peut-être de récompenser du coup les usagers du service de collecte séparée des biodéchets. Alors, j'ai fini sur la partie pré-collecte. Je pourrais répondre aux questions tout à l'heure. J'espère que vous avez bien compris un petit peu déjà notre organisation. Là, maintenant, je vais rentrer un petit peu sur le cœur de ce que j'appelle un peu notre dispositif, c'est-à-dire la partie bioséparation déconditionnement. Je l'ai dit tout à l'heure, il a été positionné, lui, au centre de notre territoire pour optimiser tout ce volet de transport, venir centraliser des tonnes. Il va nous permettre de préparer la soupe pour ensuite la diriger vers le méthaniseur. Donc, sa capacité annuelle de ce qu'on a dimensionné, je vais vous montrer une photo tout à l'heure, mais on est de l'ordre de 4000 tonnes par an. Son principal, enfin, il y a deux principaux objectifs sur cet outil-là. C'est retirer les erreurs de tri, les quelques erreurs de tri, et ensuite préparer la soupe. Mais comme on est sur un équipement de déconditionnement, on ne s'interdit pas aussi d'accueillir, on a déjà fait des essais, d'accueillir aussi de ce qu'on appelle, nous, l'ultra emballé de la grande et moyenne surface ou de l'industrie agro. Il se trouve qu'en Centre-Bretagne, on est sur un territoire avec une forte activité agro-industrielle. Et donc, on a des producteurs de légumes, boîtes de conserve, on a des producteurs de gâteaux, de madeleines, voilà, qui, eux, de temps en temps, ont des rebuts de production, pour des raisons diverses et variées, sur des produits qui sont déjà sur des produits finis, c'est-à-dire qui étaient prêts à être distribués dans du rayonnage, par exemple, des grandes surfaces. Et bien là, on va accueillir ces produits-là. Donc, on va accueillir les boîtes de conserve complètes avec l'étiquette et donc le produit dedans. Et on va être en capacité de traiter ces produits-là. Et donc, on va sortir la boîte de conserve d'un côté et les petits pois carottes de l'autre. De même que pour les gâteaux, on est capable d'aller ouvrir le carton, le film plastique et de sortir la pâte du gâteau d'un côté et donc le plastique et le carton de l'autre. Voilà, on est vraiment sur un équipement de déconditionnement. Sur ce site, on va donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas trop me répéter, mais on va donc centraliser tous les éléments de traçabilité numérique. Donc c'est là où on vient pucer une dernière fois le bac avant qu'il soit traité. Et donc du coup, on va faire le rapprochement avec le site de collecte et on va récupérer les équivalences énergétiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas me répéter. Et on va, sur ce site-là également, laver l'ensemble des contenants, les caisses palettes, notamment pour qu'elles puissent repartir en collecte. Alors, sur le dispositif des caisses palettes, il faut savoir qu'on a un nombre de caisses palettes qui est double de celui des points de collecte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la tournée verte va collecter un PAV, il dépose une caisse propre, il prend la caisse pleine, et donc ça veut dire que ça nécessite juste d'avoir un jeu de caisses palettes assez important. Mais après, n'importe quelle caisse palette peut aller dans n'importe quel PAV. On n'a pas besoin de les identifier. Donc, c'est juste d'avoir une flotte de caisses palettes globale qui permet de venir les positionner sur les différents points de collecte. Donc, le lavage des caisses palettes, là, c'est indiqué, c'est indispensable, à la fois pour l'adhésion au service, parce qu'on le sait très bien, mais ce n'est pas propre aux biodéchets, mais il y a des études qui ont été menées au niveau national. Plus un point d'apport volontaire est propre, plus l'usager il a envie de l'utiliser. C'est valable pour le verre, c'est valable pour le papier, c'est valable pour les emballages, et c'est aussi et surtout peut-être valable pour le biodéchet. Donc, il faut que le point de collecte il soit nickel systématiquement. Donc, le lavage de la caisse palette, ça permet de ramener une caisse qui est vraiment totalement propre. Et puis après, en termes de qualité de service, plus on a de l'équipement propre, plus ça évite toutes ces problématiques que j'ai parlé aussi en introduction, de nuisibles éventuellement, de mouches, de guêpes qui peuvent venir circuler autour d'un point d'apport volontaire.
Donc, voilà une photo du déconditionneur. Alors, juste pour vous expliquer rapidement, donc on a sur la partie droite là, du visuel, on a ce qu'on appelle le basculeur de caisse palette. Donc la caisse palette, elle est basculée dans une trémie. Ensuite, on a un convoyeur qui est ici. Et ensuite, les matières tombent dans vraiment le cœur de la machine, qui est le déconditionneur. C'est un système de lacérateur avec des grilles. Et puis, donc, la matière passe à travers les grilles. Et puis, tout ce qui est refus, donc j'ai dit tout à l'heure, un plastique, acier et tout ce qui va être éventuellement des petites fibres que l'on peut retrouver, eh bien, vont être dirigés en refus. Et donc la soupe, elle est conditionnée directement en citerne. Vous voyez la citerne sur la partie gauche. Ça, c'est vraiment la soupe préparée sortie du déconditionneur. Et dans le bac, là, qui est la caisse palette qui est placée au niveau de la vis sans fin, ça, ce sont les erreurs de tri qui tombent dedans. Alors, voilà un petit peu d'autres photos. J'espère que vous les voyez bien à l'écran. Déchargement des caisses. Hein, donc, voilà, on voit la tournée verte qui a amené une flotte de caisses prête à être traitée. Et puis ensuite, on a un opérateur sur site qui vient nous les traiter au fil de l'eau et qui vient nous les laver. Hop. Alors, juste pour que vous puissiez visualiser un petit peu aussi ce qui entre et ce qui sort. Voilà, on a eu l'occasion de faire des petites photos. Donc voilà typiquement du biodéchet, ce que c'est que le biodéchet. Là, on sait que dedans, c'était un PAV. On a à la fois des déchets de restauration, puisqu'on a des restaurateurs qui utilisent ces PAV là aussi, et puis des déchets des ménages. Donc voilà ce qui va entrer. Et voilà ce qu'on appelle vraiment la soupe. Donc on va retrouver quelque chose de très liquide, de très dense par rapport. Déjà, un biodéchet, en général, c'est déjà quelque chose d'assez dense. Mais quand on l'a complètement lacéré, comme une opération un peu de broyage, et bien là, on va avoir quelque chose qui est nettement plus dense et du coup qui donne une sensation d'être encore plus humide. Donc voilà la soupe qui va partir en citerne, en hygiénisation et méthanisation. Et donc, pour que vous puissiez voir un petit peu les erreurs de tri que l'on va rencontrer en collecte séparée de biodéchets, voilà, c'est des petites choses que vous imaginiez peut-être déjà un petit peu, mais on va retrouver tout ce qui va être les petits emballages usage unique de type les ketchup, moutarde, beurre. Là, on voit les petits paquets de beurre. Donc ça, on sait que typiquement, c'est des choses qui nous arrivent des lycées, des collèges. On sait que dans les selfs, ils sont amenés à distribuer ce genre de petites poches là comme ça, souples, auprès des étudiants qui déjeunent sur place. On va retrouver, là, vous voyez, le gant, peut-être le gant de la cantinière qui est tombé de manière totalement involontaire dans le flux de biodéchets. Et puis, on va retrouver, là, par exemple, on voit une petite cuillère. Voilà typiquement le genre d'erreur de tri qu'on va trouver. On a le particulier aussi qui peut nous déposer des biodéchets bien emballés dans un petit sac plastique ou un petit sac compostable. Alors, on se méfie toujours, nous, c'est beaucoup du marketing, le sac compostable. C'est souvent du sac biofragmentable, donc il part en petits morceaux. Ça, il faut savoir que les méthaniseurs, ils n'aiment pas ce genre de produit-là parce qu'après, ça vient boucher les pompes. Parce qu'effectivement, il va bien se fragmenter, il va bien partir en miettes, si vous voulez, sauf que ça va se comporter un peu comme du sable. Et donc, quand on va vider les digesteurs au niveau des méthaniseurs, on va retrouver justement des produits trop lourds qui vont venir boucher les pompes. Donc, voilà, donc le déconditionneur, lui, vient retirer ce sac, même s'il est compostable, même s'il ne l'est pas, même s'il est purement en plastique dérivé du pétrole, le déconditionneur va venir retirer ces différents sacs. Voilà, donc le particulier, de temps en temps, retire le particulier a tendance à mettre des épluchures de légumes, notamment dans ces petits sacs-là. Donc voilà, ce n'est pas une difficulté, on le retire, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'on essaye de communiquer sur le fait que, même pour le particulier, il faut qu'il produise le moins de déchets possible. Donc, plutôt utiliser un petit seau, un bio-seau qui a été distribué par la collectivité ou un petit seau qu'il a dans sa cuisine, et il vient juste vider le seau directement sur le point d'apport volontaire. Voilà, c'est ce qu'on essaye de diffuser comme message. Et après cette étape de déconditionnement, là, on va partir sur l'étape de traitement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur des biodéchets catégorisés C3, sous-produits animaux catégorie C3. Donc, on a une obligation réglementaire d'aller hygiéniser. Voilà, on peut pas s'en passer. Alors, certains qui ont l'occasion de faire du compostage en plateforme de compostage sur du biodéchet ont justement cette difficulté des fois à atteindre les températures suffisantes pour pouvoir certifier qu'ils ont bien eu l'hygiénisation du produit. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on n'est pas parti
D'abord, on avait beaucoup de méthaniseurs sur le territoire, et dont un qui hygiénisait. Donc voilà pourquoi on n'a pas retenu l'option compostage, mais aussi et surtout parce que en compostage, on a cette difficulté aujourd'hui à atteindre les niveaux de température, comme j'expliquais tout à l'heure. Et on a une réglementation, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça, en 2027, on ne sait pas exactement ce qu'elle va donner sur l'utilisation du compostage. Donc voilà pourquoi nous, on a banni cette filière compostage sur le biodéchet. Et donc la méthanisation, elle en plus, elle permet de sortir un mix énergétique, j'en ai déjà parlé, avec notamment, nous, on essaie de privilégier l'injection de biométhane dans le réseau, mais parfois, il y a des cogénérations avec une partie d'élec, une partie de chaleur. Donc voilà, ça, c'est des choses qui vont être faites par les différents méthaniseurs du territoire, suivant qu'ils sont proches ou pas d'un réseau, d'un point d'injection. Mais je pense que Eric en parlera tout à l'heure au sein de GRDF. Et les erreurs de tri, donc j'ai parlé tout à l'heure, les petits trucs de ketchup, de beurre et les gants ou les éponges qu'on va retirer. Voilà, ça, on va les diriger en valorisation énergétique sur notre UVE qui est propriété du Cytomi, qui se trouve à Pontivy pour votre information. Donc voilà, donc on voit que même les erreurs de tri, on essaye d'avoir une boucle là aussi vertueuse parce qu'on en fait de l'énergie aussi, alors pas sous forme de méthanisation, mais par contre sous forme de vapeur que l'on vend à des industriels puisqu'on a un réseau de chaleur dont le point de départ est l'UVE. Donc voilà, bon, ça, je ne m'attarde pas parce que je pense que là aussi, GRDF a présenté tout à l'heure les équivalences énergétiques. Je vais arriver dans mes dernières slides, juste vous présenter un petit peu la genèse du projet, le planning que l'on a eu là-dessus. Donc ça, j'en ai parlé déjà en introduction, une première étude qui a été menée en septembre 2018, les premiers points d'apport volontaires qu'on a déployés en janvier 2020, les premiers gros producteurs chez qui on a été placé directement, donc des contenants à l'été 2020. Et donc, en janvier 2022, juste pour vous dire, très exactement, on est sur 45 points de collecte, donc à la fois PAV, gros producteurs, et on fait environ 7 tonnes hebdomadaires. Aujourd'hui, on n'est qu'à 350 tonnes, mais parce qu'on est en train d'ouvrir le robinet tout doucement, puisqu'on va dire qu'on avait démarré sur de l'expérimentation. Donc maintenant que ça fait un peu plus de 2 ans, on a un gros retour maintenant là-dessus. Et là, vous voyez, on est en discussion avec Purmel Communauté. On est en train de regarder aussi avec Ousbrocéan Communauté, qui est un de nos autres adhérents. Enfin voilà, l'idée à un moment donné, c'est que tout le territoire soit maillé par de la collecte séparée de biodéchets. De toute façon, ça, comme l'a présenté Pierre-André en introduction, ça devient réglementaire. Donc là, c'est juste une question de quelques mois. Et donc, projection à fin 2022, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ensemble du territoire du Cytomi qui devrait être maillé par des PAV dans les communes de plus de 5000 habitants. Après, petit à petit, on abaissera ce seuil de 5000 habitants. Voilà, on espère mailler jusqu'aux communes de 1500 habitants. En dessous de 1500 habitants, on estime que dans notre typologie, là, on a suffisamment d'habitations avec des jardins pour pouvoir privilégier le composteur individuel. Et pareil, en dessous de 1500 habitants, on sait qu'on a très peu de collectifs. On a très peu d'habitat vertical. Et on a assez peu aussi de gros producteurs. Donc voilà pourquoi à un moment donné, notre seuil, ça va être les 1500 habitants en dessous du compostage individuel, au-dessus, déjà du PAV dans les hypercentres. Et puis donc, on a aussi nos communautés de communes qui sont en train de prospecter pour aller sortir tout doucement aussi des gros producteurs du service public. Alors quand je dis les sortir, ce n'est pas les sortir intégralement, mais c'est de leur faire sortir leur fraction de biodéchets des ordures ménagères résiduelles. Et aujourd'hui, ce que font les communautés de communes, c'est qu'elles l'imposent. Elles vont voir les lycées, les collèges en leur indiquant, ou même les épiceries de centre-ville, en leur indiquant que s'ils veulent continuer d'être collectés par le service public en OM, on va leur imposer de sortir la fraction de biodéchets. Donc comme ça se fait assez naturellement. Finalement, c'est pas une forme de menace, mais ça permet de toute façon de les faire démarrer la collecte séparée de biodéchets très vite. Et après, je pense que c'est ma dernière slide sur des questions de coût, puisque tout le monde doit se demander combien ça coûte finalement tout ce dispositif-là. Donc là, j'ai décomposé un petit peu par gros postes. Donc tout ce qui va être pré-collecte PAV, alors, suivant les options, alors quand je dis suivant options, c'est si on choisit du contrôle d'accès ou pas, si on choisit de la pesée embarquée dans le point d'apport volontaire ou pas. Enfin, voilà, ça va être toutes ces petites choses-là. On va être de 1 à 2 euros par habitant. Alors, ce ne sont que des coûts hors taxe, vous voyez. On va être de 1 à 2 euros par habitant sur le dispositif de pré-collecte. Sur le dispositif de collecte, donc là, on va retrouver notre opérateur, nous, de la tournée verte, qui tourne au bio-GNV notamment, je me répète. On va être sur à peu près 130 euros la tonne collectée hors taxe. Sur l'opération de déconditionnement,
ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec lavage des caisses, centraliser là aussi toute l'infrastructure numérique, on va être aux alentours de 150 € la tonne. Et en hygiénisation, valorisation méta, on va être à 45 €. Donc, si on empile tous ces coûts hors amortissement d'un PAV, on va être aux alentours de 325 € la tonne. Alors, 325 € la tonne, pour certains spécialistes d'entre vous, vous êtes capable de venir comparer à un flux d'OMR, peut-être. Alors, nous, effectivement, sur le flux d'OMR, on est bien en dessous aussi des 325 €, mais on ne parle pas du tout des mêmes gisements. On parle de 32 000 tonnes en OMR. Là, on parle plutôt d'un dimensionnement d'une collecte peut-être à terme aux alentours des 4 000 tonnes. Donc, on n'est pas sur les mêmes volumes. Donc, c'est pour ça que la dernière phrase en bas, c'est indiqué baisse des volumes, des coûts, pardon, si les volumes ont tendance à augmenter, forcément, on n'amortit pas nos charges fixes sur les mêmes volumes. Il n'empêche que de se dire que le flux biodéchets il sera moins coûteux que le flux d'OMR, enfin, moi, je suis très, très prudent là-dessus. Donc, ce que l'on a tendance à faire, nous, à l'échelle du Cytomie, c'est plutôt de se comparer avec des schémas identiques. Alors, quand je dis identique, c'est-à-dire une collecte aussi séparée de biodéchets. Sauf que là, si on prend, nous, on a un voisin qui est plus au sud de chez nous, là, un voisin qui fait de la collecte séparée de biodéchets historiquement en porte-à-porte vers une plateforme de compostage. Aujourd'hui, eux sont à 900 € la tonne hors taxe. Donc, je préfère comparer les 325 € PAV compostage, enfin PAV déconditionnement compostage comme on le fait aujourd'hui, à 900 € hors taxe la tonne entre une collecte porte-à-porte et une plateforme de compostage. Voilà pourquoi on ne compare pas à un coût du traitement de l'OMR. Et je pense que je vais avoir terminé. Voilà, j'ai peut-être débordé un petit peu du timing, Pierre-André, je suis désolé. Non, non, pas de problème. Merci beaucoup, Bastien, pour cette présentation détaillée et très intéressante. Alors, on a quelques questions concernant… Oui, parce que moi, j'ai pas le chat, alors je suis désolé, Cytomie. tu vas me les lire. Moi, je propose que pour certains, nous, on répond au fil de l'eau aux questions qui sont posées sur le fil. Mais par contre, il y a quelques questions qui méritent d'être traitées en direct. Dis-moi. Il y a une question de Madame Franchette. Comment avez-vous intégré vos adhérents à compétences collecte dans votre étude benchmarking? Est-ce que tu peux donner des éléments d'information là-dessus? Oui, alors, le Cytomie, historiquement, tous les 3 à 4 ans, mène déjà des études de caractérisation du flux OMR. Donc, on a démarré ça dès 2000, j'ai envie de dire que les premières caracs, on a dû les mener entre 2006 et 2008. Et donc, tous les 3-4 ans, on est amené à faire ce qu'on appelle un modécom. Donc là, on associe systématiquement nos collectivités adhérentes pour qu'elles puissent suivre l'évolution. Alors, dans un modécom, on est d'accord qu'on ne suit pas que le flux biodéchets, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il représente quasiment 30%, donc il est quand même plutôt majoritaire. Donc, on a déjà essayé auprès de nos adhérents de leur faire prendre conscience un petit peu déjà de la composition du flux d'OMR et donc de leur montrer que cette part biodéchets à l'intérieur du flux OMR était déjà un flux très important. Ensuite, on essaye toujours au Cytomie. Alors après, voilà, ça c'est une volonté politique. Là aussi, historiquement, enfin moi, ça va faire 17 ans que je suis au Cytomie et j'ai eu la chance d'avoir divers présidents qui essayent toujours d'avoir le coup d'avance. Donc là, on n'a pas attendu là aussi pour présenter à nos adhérents cette évolution réglementaire de collecte séparée à venir des biodéchets. Donc très vite, on a travaillé avec eux aussi. On est allé visiter des collectivités qui pratiquaient déjà, parce que finalement, quand on regarde bien, il y en a assez peu aujourd'hui qui font de la collecte de biodéchets, mais il y en avait quelques-unes quand même qui historiquement en faisaient. Donc, on est allé voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, comparer les coûts. Et puis, à un moment donné, effectivement, dans l'étude benchmarking, eh bien, on a été avec eux prospecter les zones potentielles où on savait qu'on avait les paramètres, les bons paramètres pour venir déployer du PAV, c'est-à-dire de la présence de gros producteurs, de l'habitat vertical en hypercentre, là où on n'a pas la possibilité de mettre du composteur individuel. Enfin voilà, tout ce que j'ai pu présenter tout au long de mes slides. Donc, on les a toujours associés à l'ensemble des études qui ont pu être menées, hein, je disais même dès 2008 sur le modécom pour leur faire prendre conscience du flux biodéchets jusqu'à effectivement cette étude de 2018 où on est avec eux, voir où on pouvait implanter du PAV. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas la compétence collecte, hein, je me répète. Donc le PAV, c'est au choix des communautés de communes. Par contre, dans notre modèle qui a été arrêté à l'échelle du Cytomie, ça a été de leur dire merci de privilégier la caisse palette
éventuellement le bac de roue quand on n'a pas de place pour y déposer une caisse palette, parce que des fois on a des contraintes chez certains restaurateurs qui sont vraiment en hypercentre et on ne peut pas aller leur poser une caisse palette et ils ne peuvent pas aller se déplacer sur un point d'apport volontaire. Là, on va leur déposer éventuellement un bac de roue. On essaye de faire en sorte que la collecte en bac de roue elle soit la plus marginale possible. Donc là aussi, on va prospecter avec eux aujourd'hui et la tournée verte pour voir ce qui techniquement est faisable ou pas. On essaye vraiment à tous les étages de les associer, sur ce nouveau flux, parce que là aussi, ils ont découvert un petit peu ça en même temps que nous. Depuis des ans, on découvre comment aller collecter séparément le biodéchet, parce qu'avant, tout simplement, il était dans l'OMR et on avait des collectes classiques à arrière, en baume, et puis on massifiait tout sur l'usine ici à Pontivy. Maintenant, là, on fait plus de l'épicerie parce qu'on n'est pas sur la même nature de gisement, on n'est pas sur les mêmes volumes. Donc, c'est vrai qu'on est allé un peu à tâtons pendant 2 ans. Et là, c'est ce que je dis, là, on est en train d'ouvrir le robinet tout doucement. Et c'est pour ça que là, on va rencontrer maintenant nos communautés de communes qui, aujourd'hui, n'ont pas encore démarré la collecte séparée des biodéchets. Alors, quelques questions encore que je prends au fil de l'eau. Vas-y. Alors, une question de Fender. Quel est le montage qui permet l'apport des déchets de la grande distribution sur le site de déconditionnement? Quelles sont les modalités de facturation du service? Alors là, donc le déconditionneur, effectivement, il appartient au Sitomi. C'est un outil qui est propre au Sitomi. On a un exploitant qui le fait fonctionner, qui l'entretient. Le vide, ce que j'appelle le vide de capacité du déconditionneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu, on apporte que, alors à la fin de l'année 2022, je pense qu'on aura apporté à peu près 600 tonnes de biodéchets. Nous, notre trajectoire, c'est d'être entre 2000 et 2500 tonnes assez rapidement. Donc, ça veut dire que le déconditionneur, il est dimensionné pour 4000 tonnes et c'est là où on se laisse la possibilité d'accueillir de l'industriel. Là, on laisse notre exploitant aujourd'hui commercialiser ce vide de déconditionneur. Par contre, il nous paye une redevance d'usage du déconditionneur parce que l'outil appartient, enfin l'équipement appartient au Sitomi. Donc voilà, il commercialise et il nous verse une redevance d'usage. OK. Autre question, quel est le tarif de la soupe déconditionnée avant hygiénisation? Alors, le tarif de la soupe, on va dire qu'on nous on ne le vend pas, cette soupe-là. On paye justement pour son élimination. On va payer 45 € pour aller vers l'unité d'hygiénisation-valorisation. Alors, je ne sais pas si c'est ça la question, mais aujourd'hui, on ne vend pas cette soupe-là. Elle nous coûte 45 €. Pour la préparer, on est là, on est à 150 €, retrait des erreurs de tri, élimination des erreurs de tri en valorisation énergétique, lavage des caisses, infrastructure numérique, voilà, tout ça, tout carrossé sur le site de déconditionnement, 150 €. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que certains pensent qu'effectivement, le biodéchet, on est en capacité aujourd'hui de le vendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, ça dépend après, ça dépend des Ouais, territoires. ça dépend sans doute d'une région à l'autre. Ça dépend sans doute des territoires, oui, puis ça dépend aussi peut-être de la nature du biodéchet. On sait qu'il y a des déchets ultra méthanogènes qui peut-être là effectivement ont une vraie valeur comparé à des déchets plutôt agricoles de type lisier, où là on sait qu'effectivement ça a un faible pouvoir méthanogène. Donc peut-être que tu as raison, ça dépend des zones géographiques. Mais nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, cette soupe, elle nous coûte 45 € pour partir en hygiénisation, méthanisation. Très vite, une autre petite question. Pouvez-vous préciser comment se fait l'hygiénisation et à quel moment de la chaîne de traitement? Alors, l'hygiénisation, elle se fait en entrée de méthanisation avec une montée en température. Ils ont des cuves spécifiques dédiées pour accueillir les sous-produits animaux de C3, parce que le méthaniseur chez lequel on va aujourd'hui, qui est équipé d'hygiénisation, c'est un méthaniseur qui accueille beaucoup de déchets de l'industrie agroalimentaire. C'est un site qui a 60 000 tonnes de capacité et il n'hygiénise pas les 60 000 tonnes. Il n'hygiénise qu'une toute petite partie, dont les biodéchets que le Sitomi lui apporte. Et donc, c'est stockage dans les cuves, montée en température pour destruction de la bactério, et ensuite, c'est un transfert de cuve vers les digesteurs pour partir en méthanisation. Tout ça se fait sur le même site. On a encore très rapidement 2 questions. Alors, je les cite les unes après les autres. Est-ce que ça n'a pas posé de problème au Sitomi par rapport à son statut, ses statuts pour organiser la collecte des biodéchets? Et ensuite, il y a une question par rapport au TMB. Voilà. Est-ce que le TMB peut continuer à produire du compost?
Alors, pour répondre à la première question, effectivement, sur cette histoire de statut, nous, on est là surtout pour amorcer la pompe et aujourd'hui, la collecte est intégrée dans un dispositif global Cytomie. À terme, on redonnera la collecte à nos adhérents. On a déjà nos 2 adhérents chez qui on avait démarré l'expérimentation qui sont en train de réfléchir à reprendre la collecte. Puisqu'aujourd'hui, on part beaucoup sur nos territoires sur des collectes avec un bras, un slide qu'on appelle ça. Donc, du coup, ils ont dégagé des agents et ils se posent la question de mettre ces agents-là, effectivement, de les affecter à de la collecte des biodéchets. Donc, aujourd'hui, on l'a fait pour amorcer la pompe. C'est vrai qu'on est borderline sur ces histoires de statut, mais il fallait démarrer et à terme, on redonnera la collecte à nos adhérents. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question là-dessus. Sur les histoires de TMB, alors c'est vrai que nous, le modèle de traitement Cytomie, ça a toujours été la valorisation énergétique, donc avec une UVE de 30 000 tonnes qui est au centre de notre territoire. Politiquement et techniquement, on n'a jamais cru au modèle des TMB parce que le TMB n'est qu'une opération de pré-traitement. On va ressortir effectivement un compost. Quid 2027 de comment on va pouvoir utiliser le compost? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse, mais il se prépare une réglementation, une évolution réglementaire là-dessus. Donc, quid de comment on va l'utiliser? Et surtout, en sortie TMB, on a encore ce qu'on appelle les refus, qui vont représenter 60 ou 50%, ça va dépendre de la performance du TMB, qu'il faut éliminer. Et donc, ça veut dire soit de l'enfouissement, soit de la valorisation énergétique. Donc, c'est pour ça que nous, depuis le départ, les élus, ça a été étudié chez nous, le TMB, il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est de partir sur de la valorisation énergétique. Alors, pour répondre sur la filière biodéchets, si demain, l'évolution réglementaire nous dit, quand je dis demain, c'est 2027, on nous dit on ne peut plus utiliser le compost, ou alors il faut hygiéniser l'intégralité du compost qui va sortir de TMB, ça va multiplier sérieusement les coûts. Donc, est-ce que c'est le meilleur modèle? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des territoires qui sont propriétaires et qui ont un TMB dans leur organisation du traitement des déchets. Comment le faire durer? Là, je sais qu'il y a des TMB voisins de chez nous qui sont en train de réfléchir à créer une ligne spécifique biodéchets. Voilà, donc ils vont créer des tunnels biodéchets, ils vont faire du compostage biodéchets. Mais c'est vrai qu'il y a, alors, moi je suis pas dans les petits papiers au niveau du ministère, mais je sais qu'il y a une grosse discussion qui est en train de se passer justement sur un moment donné, puisque le TMB permet de sortir une fraction organique de ce qui est contenu dans les OMR, est-ce qu'on doit aller vers une collecte séparée de biodéchets? Moi, je n'ai pas la réponse puisque nous ne sommes pas concernés par le TMB. Peut-être que Eric pourra en parler tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas s'il a un peu plus d'éléments là-dessus, pas sûr non plus. Mais c'est vrai que le modèle TMB n'est peut-être pas la solution pérenne. Je pense que réglementairement, ça sera de la collecte séparée de biodéchets et pas de dire on va aller chercher la fraction organique dans les OMR à travers un TMB. Enfin, je ne sais pas, Eric, peut-être que tu pourras préciser là-dessus. Oui, la philosophie, c'est de trier le plus possible en amont pour mieux valoriser après derrière. C'est vrai que les TMB ne sont pas dans ce schéma-là. Après, il y aura des reconversions finalement des TMB pour d'autres utilisations. Ça, je pense que c'est quand même des équipements assez coûteux. Donc, il faut trouver des voies si j'ose dire, de réutilisation de ces équipements. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout dans la réglementation issue de la loi AGEC, notamment. Voilà. J'en profite pour passer la parole à Eric maintenant, Eric Feuillet de GRDF. Je précise que vous êtes nombreux à poser des questions et je vous en remercie. Donc, nous allons prendre le temps de toute façon de répondre à toutes vos questions. Peut-être pas immédiatement, mais de toute façon, elles vous seront renvoyées à tous en partage. J'aimerais à ce moment-là que si vous avez des questions, que vous les posiez à travers l'onglet Q&R, questions-réponses, et non pas dans le fil de discussion. C'est beaucoup plus facile à traiter ensuite pour nous. Eh bien, je passe la parole à Eric. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Bonjour à tous, déjà en premier lieu. Est-ce que vous voyez mon écran? On le voit. Voilà, parfait. Donc, je vais apporter moi mon angle de vision, on va dire, plutôt d'un acteur du monde de l'énergie. On n'est pas un opérateur, loin s'en faut, du domaine du déchet. D'où ce titre que j'ai plutôt choisi, qui est « L'énergie vient en triant ». Quelque part, pourquoi finalement on va trier et pourquoi on va mettre en œuvre un certain nombre de choses.
Succinctement, rappeler qui nous sommes. Aujourd'hui, on est simplement développeur et gestionnaire d'infrastructures publiques de gaz. Donc, on exploite à peu près 200 000 km de réseau de distribution en France pour 12 millions de points de livraison. Nous ne sommes pas positionnés sur des activités concurrentielles, hein, par exemple d'approvisionnement ou de négoce de gaz. Notre rôle, c'est d'acheminer au cœur de vos territoires une énergie qui soit sûre, qui soit compétitive et maintenant de plus en plus respectueuse de l'environnement. Depuis 10 ans, on a opéré un changement de fonctionnement. On est passé d'une logique de développement de réseau pour desservir des usages, des clients. Donc ça, suivant un principe descendant, hein, des grandes sources de production avec des origines plutôt internationales vers l'aval. Et donc maintenant, on est passé à un développement qui est orienté vers la collecte finalement de multiples sources décentralisées de gaz renouvelable et bas carbone produits à partir de nos déchets. Je vais passer sur ce point de vue-là. Donc finalement, on exerce, nous, ce métier de gestion d'infrastructure au travers de contrats avec les collectivités locales, bien évidemment. Et ce réseau, on l'adapte continuellement, finalement, pour à la fois acheminer ces nouveaux gaz produits au cœur des territoires et puis aller alimenter de nouveaux usages, alors, y compris les usages existants, bien sûr, hein, résidentiels, tertiaires, industrie, mais également la mobilité au gaz. Et puis, on contribue à développer d'autres filières qui ne sont pas que sur les déchets fermentescibles, mais ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Concernant le biométhane, qui est le premier gaz renouvelable produit aujourd'hui en France, c'est une énergie qui va mobiliser finalement les déchets fermentescibles et qui permet de répondre, ça a été dit tout à l'heure par Pierre-André, à différents enjeux. Bien sûr, une économie de ressources, hein, à la fois de ressources énergétiques, mais également des ressources fossiles au sens large. Pour produire des engrais de synthèse, on utilise des énergies fossiles et du gaz naturel en particulier. Ça permet de contribuer à la neutralité carbone, ça c'est clair. Et puis, donc sur un plan analyse de cycle de vie complète, hein. Et puis, de plus en plus, l'actualité nous le rappelle, de contribuer à la souveraineté en matière de production d'énergie. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près, alors ça, c'est uniquement des sites de méthanisation qui injectent dans les réseaux de gaz naturel, mais il y en a bien sûr qui produisent de la chaleur et de l'électricité, qui sont encore plus nombreux. On en est à une production d'à peu près un peu plus de 6,4 milliards de kilowattheures par an, ça c'est au niveau des capacités installées, et avec un potentiel extrêmement élevé de projets qui ont déjà réservé leur place dans les infrastructures de gaz, hein, tout opérateur de réseau confondu, puisqu'on est à peu près à 25 TWh de projets en attente. On a une capacité enfin c'est la cible que l'on s'était fixée, c'était de répondre à 10% des consommations de gaz françaises. Ça, c'est ce qui était mis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je dirais qu'aujourd'hui, on s'acheminerait plutôt vers un doublement des objectifs dans le cadre de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qui permettrait d'atteindre 20%, c'est-à-dire plus que les importations de gaz russe, pour trouver un parallèle du moment. Cette montée en puissance finalement des sites d'injection de biométhane est quand même assez conséquente, hein, puisqu'on a multiplié par 8 en 4 ans pardon, le nombre de sites présents sur les réseaux, hein. Vous voyez un peu la progression avec les équipements attendus à la fin de l'année 2022. Et dans le même sens, je parlais des usages parce que finalement, produire à partir de ressources que sont aujourd'hui des déchets, produire des nouvelles énergies, c'est une chose, mais c'est surtout pour alimenter des usages que l'on souhaite le plus décarbonés possible, et donc et notamment la mobilité à partir du gaz. Le monde du déchet d'ailleurs est assez grand consommateur de logistique pour déplacer des matières, donc on essaye effectivement d'avoir des solutions les plus en proximité possible. Pour autant, effectivement, et on l'a vu dans le cas du Cytomi, la Tournée Verte dispose de véhicules fonctionnant au gaz naturel. Donc on a également un développement des stations GNV, hein, qui sont raccordées sur les réseaux de gaz, qui sont assez conséquents. Puisqu'on
on est plus basé sur la Bretagne, un petit focus sur cette région. Aujourd'hui, on est à peu près à 42 sites en injection sur les réseaux GRDF et plus de 85 qui sont encore en projet. Donc, on s'était inscrit dans un pacte biogazier breton il y a quelques années pour avoir 10% de gaz renouvelable en 2025 en Bretagne. Bon, c'est un secret pour personne, ils ont quand même beaucoup d'agroalimentaire, donc beaucoup finalement de matières fermentescibles, d'où l'intérêt de pouvoir les traiter en méthanisation sur le territoire. Alors finalement, opérateur plutôt du monde énergétique, donc quel lien entre GRDF et les biodéchets? Ce que l'on peut dire, c'est que même si on n'est pas directement acteur sur la gestion des déchets, on applique les mêmes principes en matière de gestion d'énergie que ceux utilisés dans la hiérarchie de traitement des déchets. C'est d'abord éviter, enfin la sobriété dans un premier temps, ensuite l'efficacité de la mobilisation des ressources, et puis le plus possible substituer ces ressources, enfin les ressources fossiles en tout cas, par des ressources renouvelables, et d'avoir surtout plusieurs solutions. On en a parlé tout à l'heure, Bastien Gillard en parlait, la complémentarité entre compostage et méthanisation par exemple. Donc ça, c'est vraiment un principe qui nous anime. Et concernant la méthanisation, il faut d'abord avoir à l'esprit que c'est d'abord un mode de valorisation organique qui permet de recycler la matière organique et d'autoriser le retour au sol, au même titre qu'un compostage centralisé, mais qui a aussi l'avantage de produire de l'énergie. Donc, le premier point, c'est que si on regarde le gisement à peu près de déchets organiques mobilisables hein, au niveau enfin, déchets organiques, des biodéchets plus précisément, de déchets mobilisables, on pourrait produire à peu près 8 millions de tonnes de fertilisants naturels qui viendraient en substitution des engrais chimiques. Donc ça, c'est quand même un apport assez notable pour notre souveraineté. Et puis, suivant la mobilisation aussi de ces biodéchets pour produire de l'énergie, notamment au travers du méthane, on pourrait produire entre 5 et 9 milliards de kilowattheures de gaz sur le territoire. Donc on est vraiment sur des principes d'économie circulaire et l'idée étant non pas d'opposer les modes de traitement, mais bien de les avoir en complément. Et en tout cas, ça permet de répondre aux enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'ils soient de préservation des ressources, des enjeux économiques bien sûr, et également de souveraineté. La tendance serait plutôt dans les biodéchets de les utiliser en méthanisation, tout simplement parce qu'ils sont très méthanogènes, en tout cas beaucoup plus méthanogènes que des effluents d'élevage, par exemple, hein, des effluents assez liquides. Et puis, quand on parle de biodéchets, on va avoir des déchets de cuisine et de table, qui eux sont effectivement très méthanogènes. On va avoir des déchets verts, dont certains sont des déchets ligneux, donc qui passent pas dans des digesteurs. Donc, je dirais que les uns les autres, certains pourraient aller vers du compostage et d'autres vers de la méthanisation. Donc vous comprenez bien que, on voit apparaître finalement, entre le monde des déchets, le monde de l'énergie, un certain nombre de points enfin de convergence, enfin, en tout cas, et on a un grand besoin de transversalité, hein. Donc j'ai rappelé, sur la gauche, les objectifs plutôt énergétiques, hein, de neutralité carbone, de baisse des émissions donc de gaz à effet de serre ou d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans nos mix, ou dans nos besoins, finaux. Et puis de l'autre, on voit les enjeux en matière de traitement des déchets, donc déjà bien sûr baisser la production de déchets ménagers. Un point important dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est surtout un objectif d'avoir un taux de valorisation matière beaucoup plus élevé en 2025 comparé à ce qu'on pouvait avoir en 2010, et donc un taux de recyclage de 25%. Donc ça, c'est un point important parce que ça va conditionner un petit peu la traçabilité de toute cette chaîne du biodéchet, notamment jusqu'au retour au sol. Et puis un contexte où, ça a été dit tout à l'heure, où la réduction on va dire de l'élimination des déchets, que ce soit par l'enfouissement ou par l'incinération, eh bien va s'imposer, notamment par le biais des taxes et de la TGAP. Alors c'est petit rappel, aujourd'hui, l'obligation du tri à la source des biodéchets, c'est pas une nouveauté pour les acteurs autres que les ménages, hein. Ça a été dit tout à l'heure, c'est essentiellement les entreprises depuis de nombreuses années qui doivent trier
doivent trier et surtout valoriser leurs biodéchets. Simplement, on a une échéance qui se rapproche pour les particuliers. Alors, les particuliers ne le font pas seuls, bien évidemment, ils le font via les collectivités locales et les syndicats de traitement des déchets. Une échéance, on est à moins de 2 ans. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est largement temps d'enclencher la réflexion et les démarches, sachant qu'on va voir coexister quand même 2 types de biodéchets par leur origine, ceux issus des ménages et ceux des entreprises qui sont déjà dans des circuits. Donc, par contre, c'est une vraie opportunité pour vos territoires de faire du lien, de faire de l'économie circulaire avec des biodéchets au sens du code de l'environnement qui sont, on va dire, de 2 grandes natures, on va dire des déchets verts, hein, classiquement, et des déchets plutôt alimentaires qui vont nécessiter, alors ça peut être la restauration des ménages, mais ça peut être la restauration hors foyer, et puis ça peut être tous les déchets issus de l'industrie alimentaire. Voilà. Quelles sont finalement les solutions qui sont disponibles pour la gestion et pour la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets, des ménages, encore une fois? Ben, 2 solutions, hein, une solution dite de proximité et une gestion centralisée. La gestion de proximité, c'est celle qui est la plus communément, mise en œuvre, aujourd'hui, hein, très clairement. Consiste effectivement à mettre soit des lombricomposteurs, soit enfin des composteurs en pied d'immeuble ou à l'échelle d'un quartier. Pour moi, c'est une solution qui finalement, plus qu'un tri à la source, c'est une solution qui évite de rentrer, ces biodéchets dans le service public de gestion des déchets. Donc on est plutôt dans une démarche d'évitement, plutôt que dans une démarche de comment dire? De valorisation, recyclage de ces biodéchets. Alors elle a tout à fait son utilité, notamment, quand, on a des zones qui sont peu propices, pour la collecte, hein, ce qui peut coûter relativement cher de vouloir mettre en œuvre une collecte. Et puis, elle a son utilité aussi quand on a relativement peu de volume de déchets à traiter. Donc effectivement quand on est inférieur à 1 tonne par semaine de production, la gestion de proximité, notamment par du compostage, est tout à fait adaptée. Elle est tout à fait adaptée aussi à tous les déchets verts qui sont, beaucoup plus des déchets ligneux. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, quand on a des déchets, alimentaires et potentiellement des déchets carnés, on peut avoir, l'arrivée de nuisibles et c'est un peu plus compliqué de gérer, en gestion de proximité ce type de déchets. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est que la gestion de proximité, alors on peut compter le nombre de composteurs que l'on met en œuvre, et cetera. Par contre, la performance en regard des objectifs de la loi AGEC, elle est un petit peu plus difficile à prévoir, à mesurer, notamment le recyclage, le taux d'utilisation finalement de la matière organique, comment elle revient au sol, et cetera. Alors c'est pas impossible, mais c'est un peu plus complexe à mesurer. À l'opposé, lorsque l'on a des zones avec, des zones de production un petit peu plus denses, on va dire de l'habitat, vertical ou, par exemple, ça devient un peu plus intéressant compte tenu des flux, de mettre en œuvre une collecte. Une collecte séparée, alors effectivement avec des choix à opérer suivant les territoires, que ce soit, en porte-à-porte, ou en point d'apport volontaire, ce qui a été décrit, l'option qui a été décrite tout à l'heure par Bastien Gillard. Donc l'avantage, c'est qu'on est un peu moins contraint en termes de quantité. Alors, juste un point quand même sur les quantités, on se place bien ici, en aval de toutes les méthodes de sensibilisation, d'évitement de production de déchets. Donc bien évidemment, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, mais il restera quand même un certain déchet résiduel et c'est là où se pose la question de sa gestion. Donc quand on a des flux assez importants, il devient intéressant de mettre en place une collecte. On a moins de limites sur les quantités et on va pouvoir traiter à la fois des déchets verts, non ligneux, donc des tontes de pelouse, des choses comme ça, ou tout type de déchets alimentaires. Donc là, on va être plutôt sur une logique de valorisation multi-produits finalement, faire un fertilisant naturel, produire de l'énergie. Par contre, ça nécessite de mettre en place une chaîne qui est un peu plus lourde, un peu plus cohérente, avec des notions de suivi aussi des performances, de suivi, des flux.
Alors finalement, pourquoi produire du gaz renouvelable à partir de vos déchets? Bon, l'intérêt, c'est que vous décarbonez les usages existants, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient industriels, tertiaires, résidentiels, sans avoir à réinvestir à l'aval sur toute la chaîne de valorisation de l'énergie. Donc c'est une façon aussi euh, d'amener la transition énergétique dans vos territoires de façon plus rapide, mais à un coût qui est moindre. Voilà. Plus on est en amont, moins cela coûtera cher. En France, la particularité aussi, c'est que nous avons un gisement largement pour être autonome en gaz non fossile à horizon 2050, toutes filières confondues. Et en plus, nous avons besoin d'une mixité de vecteurs énergétiques pour atteindre cette neutralité carbone, bien sûr électrique, chaleur, gazeux, que ce soit du méthane renouvelable ou de l'hydrogène un peu plus tard. On sent qu'on a besoin de mobiliser nos ressources. C'est bien l'enjeu de ce qui tourne autour des biodéchets. Donc aujourd'hui, et ça a été dit tout à l'heure, les biodéchets, enfin les déchets fermentescibles sont principalement mis en décharge, où ils vont dégager des gaz à effet de serre, hein, même si nous pouvons sur certaines ISDND les récupérer et les épurer en biométhane. S'ils ne sont pas mis en décharge, puisqu'ils sont amenés dans les ordures ménagères résiduelles de façon non différenciée, ils vont être incinérés. Mais ces biodéchets contiennent majoritairement de l'eau. Donc ça nécessite de l'énergie déjà pour évaporer cette eau. Et ça va peu produire de pouvoir calorifique, on va dire, au niveau de ces biodéchets. Donc la règle générale, finalement, c'est plus on trie en amont, meilleure sera la valorisation de ces déchets, que ce soit sous forme matière ou que ce soit sous forme de production d'énergie. Et pour faire un petit peu une parenthèse sur les TMB, c'était bien le souci. Ils ont été à une époque où effectivement on avait des chaînes de valorisation qui étaient beaucoup plus tournées vers l'aval, où finalement on préférait collecter les ordures sans les trier, les ordures ménagères sans les trier. Et donc, on s'est dit, mais à un moment donné, on peut faire un pré-traitement effectivement au travers des TMB, mais ce pré-traitement, il est, compte tenu de l'hétérogénéité des déchets qui arrivent dans un TMB, à la sortie, même si on a des installations pour certaines qui sont très performantes, on a des composts qui ne seront pas forcément de qualité, parce qu'en général, c'était plutôt du compostage, hein, d'ailleurs, derrière cette MB. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement assez. Je veux dire, la visibilité est assez compromise à un horizon 2027, même si on pourra toujours avoir des installations un peu plus performantes. Voilà. Si on regarde justement la capacité à produire de l'énergie de ces biodéchets, alors j'ai essayé de prendre des choses un peu alors sur, on va dire la partie de biodéchets issus de nos ordures ménagères. On peut dire qu'il y a à peu près un tiers des poubelles grises, enfin des ordures ménagères résiduelles qui est des biodéchets fermentescibles et qui pourraient être donc valorisés différemment, une fois qu'on a fait quand même qu'on a évité le gaspillage alimentaire. Donc j'ai pris un ratio, hein, pour une agglomération de 22 000 habitants, ce que ça pourrait représenter, un peu plus de 1000 tonnes par an qui seraient mobilisables, hein, suivant l'efficacité de la collecte. Et c'est à peu près 1 gigawattheure de biométhane qui pourrait être produit, de quoi faire tourner, on va dire des véhicules, enfin de faire 85 000 kilomètres avec un véhicule, par exemple, de collecte qui tournerait au bio-GNV, ou alors alimenter des bâtiments, 170 maisons, c'est quand même pas négligeable. Tout cela en évitant d'émettre 230 tonnes d'équivalent CO2, et surtout en produisant un peu moins de 1000 tonnes de fertilisants naturels au travers du digestat. Donc on voit bien qu'il y a un réel intérêt à la maille de vos territoires. Ce n'est pas forcément réservé à des très grosses collectivités, à mobiliser ces biodéchets pour en faire de l'énergie. Alors, on a eu une présentation tout à l'heure par le Cytomi d'un certain modèle de valorisation de ces biodéchets en méthanisation. Après, les projets, enfin les chaînes complètes vont se distinguer suivant la nature des intrants, hein, des types de biodéchets. Est-ce que on va avoir des projets notamment de méthanisation, qui vont être 100% utilisateurs de biodéchets, mais ça va être pour de très très grosses collectivités. Ou alors, on va avoir un traitement en méthanisation qui va se faire en mix avec des biodéchets, des sous-produits agricoles, enfin des effluents d'élevage, des résidus de l'industrie agroalimentaire.
Après, on a aussi différents modèles sur la chaîne de déchets. Effectivement, soit le déconditionnement et l'hygiénisation peut être sur le site de méthanisation. Donc c'est le cas pour le site OMI, hein, l'hygiénisation est faite sur le site, sur l'unité de méthanisation. Soit ça peut être déporté sur une plateforme de pré-traitement qui va assurer le déconditionnement et l'hygiénisation en règle générale. Et donc là, on va avoir différents modèles, effectivement, avec est-ce que l'on vend une soupe hygiénisée à des méthaniseurs, parce qu'il faut au moins couvrir le coût de la plateforme de pré-traitement lorsqu'elle est indépendante, ou est-ce que c'est directement intégré au méthaniseur. Donc voilà, on va avoir différents modèles qui vont se mettre en place. Après, du point de vue des collectivités, bien sûr, elles ont leurs compétences en matière de collecte, en matière de traitement, souvent via l'intermédiaire des syndicats de traitement des déchets, mais elles peuvent s'impliquer plus ou moins dans le traitement final de ces déchets. Notamment, est-ce qu'elles ont besoin de rentrer dans un méthaniseur, enfin, participer au capital d'un méthaniseur ou pas. Je dirais qu'on va avoir tous les modèles qui peuvent se mettre en place suivant les moyens, les ressources disponibles et suivant aussi les compétences de chacun. Voilà, donc il ne faut pas se bloquer sur un seul modèle de mobilisation. Si on regarde un petit peu du point de vue méthodologie, alors là, je me place bien sûr sur le mode de gestion centralisé, à partir du moment où on met en œuvre une collecte. Finalement, pour une collectivité, quelle peut être cette méthodologie? Vous avez trois enjeux, enfin trois niveaux d'enjeux à analyser. La première des choses, c'est effectivement d'évaluer le gisement de biodéchets sur votre territoire, quels sont les flux, quelle est sa répartition, sa densité. Regarder quels sont les acteurs aussi, qui a la compétence collecte, traitement, etc. Ça c'est un premier diagnostic qui me paraît important et dans l'optique finale d'une valorisation en méthanisation, c'est aussi de regarder au titre des ressources, au titre de ce que vous avez sur votre territoire, les infrastructures qui sont disponibles. Bien évidemment que si vous avez des réseaux de gaz, c'est un peu plus facile. Si vous avez un réseau de chaleur et pas de réseau de gaz, ou si vous avez un consommateur de chaleur à proximité, ben, peut-être que vous valoriserez le biogaz en cogénération et non pas en injection. Voilà, donc encore une fois, pas une seule recette. Le deuxième enjeu qui, à mon avis, est le plus important, c'est qu'il faut assurer une vraie qualité au flux mobilisé de biodéchets. Parce que, au final, l'idée, c'est que cette matière organique, elle retourne au sol. Et donc, il faut assurer vraiment une traçabilité sur toute la chaîne. Donc, en premier lieu, tout en amont, il faut sensibiliser les acteurs, les mobiliser, donc notamment les producteurs de biodéchets, surtout pour les ménages. Donc, il y a un gros travail de formation, de communication. Et puis surtout, il faut donner du sens à l'acte de tri. Au-delà des équipements qui vont servir à avoir une qualité du flux, il faut quand même donner du sens à l'acte de tri pour éviter déjà les erreurs et puis apporter une visibilité sous la forme d'une boucle de retour. Bastien Gillard en parlait tout à l'heure, on parlait des clean coins par exemple, mais bon, ça peut être aussi le fait que ces déchets correctement triés vont servir à produire de l'énergie qui va revenir vers les foyers qui eux-mêmes ont produit ces déchets. Donc, je pense que c'est important, c'est pas seulement une histoire et une communication, mais parce que ça donne du sens à l'acte de tri. Donc sensibilisation, pré-collecte, effectivement, il y a tous les choix à opérer, quel type de collecte, en porte-à-porte, en point d'apport volontaire, suivant la densité du territoire. Et puis aussi le choix, tout à l'heure ça a été évoqué, quand j'ai mes déchets de cuisine et de table, comment je les amène par exemple sur un point d'apport volontaire? Est-ce que je mets simplement des bioseaux? Est-ce que je mets en plus des sacs, etc. Il faut penser que même si ça peut se gérer, hein, on parle de bioplastique, etc., moins on va rendre hétérogène le flux qui est traité, plus ce sera simple effectivement derrière de le traiter. Ensuite, le choix du pré-traitement, où est-ce que l'on place le déconditionnement, l'hygiénisation, voilà, tous ces aspects-là sont importants. Et un autre point que je n'ai peut-être pas souligné, c'est qu'il y a la notion de traçabilité. Alors quand vous avez des flux de biodéchets qui sont issus des entreprises, vous avez cette obligation à cette traçabilité. Et donc ça veut dire que dans votre système, vous devrez à un moment ou à un autre gérer de la donnée
une donnée qui pourra être utile également avec la mise en place des redevances incitatives aussi, une donnée qui permettra de mesurer un peu l'efficacité, le déploiement de la démarche. Donc voilà, ne pas sous-estimer cette partie-là, et donc dans le choix des équipements que vous aurez sur votre chaîne, c'est un sujet à prendre en compte. Ensuite, le dernier point, effectivement, c'est le traitement. Voilà, pour exprimer tout le potentiel à la fois agronomique et énergétique de ces biodéchets, notamment les déchets de cuisine et de table. Et donc là, effectivement, vous allez tenir compte de ce que vous avez sur votre territoire, si vous avez un méthaniseur à proximité. Et puis, ce méthaniseur, en général, il ne va pas fonctionner uniquement sur des biodéchets de cuisine et de table. Alors, l'obligation du tri à la source des biodéchets pour les ménages, parce qu'encore une fois, d'autres acteurs l'ont déjà mise en œuvre. Effectivement, c'est une obligation réglementaire, mais l'intérêt, c'est qu'il y a toute une filière qui peut accompagner, à la fois en termes d'équipement, en termes de méthodologie. Et puis, vous avez un certain nombre d'outils qui ont été élaborés par différentes parties prenantes, et pas seulement des acteurs du monde du déchet. Vous avez le guide Amorce sur la valorisation des biodéchets qui a été mis en œuvre. Vous avez des guides ADEME, bien évidemment. Vous avez un guide qui a été qui a été élaboré par GRDF en partenariat avec beaucoup d'autres partenaires, y compris des collectivités, voilà, qui est le guide des biodéchets du tri à la méthanisation. Donc là, ça vous donne une idée de la chaîne complète. Et puis, vous avez des aspects un peu plus techniques sur l'hygiénisation, donc là, qui se destinent plutôt aux opérateurs de méthaniseurs, et avec tous les aspects aussi agronomiques que vous pouvez retrouver dans la brochure sur le recyclage des nutriments contenus dans les biodéchets. Je termine aussi par une revue qui nous semble, nous, intéressante, que l'on a menée et établie à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle la revue des solutions innovantes et engagées. Donc là, on se place encore une fois sur la partie mobilisation de ces biodéchets, plutôt pour faire de l'énergie, notamment en méthanisation. Donc cette revue qui n'a pas pour prétention d'être exhaustive est comment dire, séparée en différentes catégories, de l'amont à l'aval, donc de la sensibilisation jusqu'au traitement de ces biodéchets en méthanisation, en passant par les outils de collecte, etc., et même des outils un peu informatiques pour suivre ces données. Voilà, et puis bien sûr, vous avez quand même un certain nombre d'appels à projets, principalement des appels à projets de l'ADEME, qui peuvent aider à mettre en place un certain nombre de choses. Tout à l'heure, il y a eu une question sur comment on intègre les biodéchets qui sont emballés, notamment issus des GMS et autres, effectivement. Donc là, on n'est pas sur les ménages. Ceci dit, c'est quand même un flux assez important. Par exemple, je prends l'exemple de la région Bretagne qui a lancé, il doit être encore en cours, un appel à projet pour mettre en place des plateformes de déconditionnement, hygiénisation liées aux déchets emballés. Donc, il faut toujours se renseigner sur ces éléments-là qui peuvent vous aider, y compris dans l'investissement dans des plateformes qui seraient mises en place. Voilà. Alors, plus modestement, nous avons lancé, nous, notre propre appel à projet via notre plateforme innovation pour la mobilisation des biodéchets vers la méthanisation. Voilà, donc ça court encore jusqu'au 22 avril pour ceux qui seraient intéressés, et ça couvre tout ou partie de la chaîne de mobilisation de ce déchet, et ça s'adresse aux collectivités locales et à leurs groupements. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation très riche. Ce que je vous propose, vous êtes un certain nombre de personnes à avoir posé des questions, donc nous allons y répondre dès la fin de ce webinaire, et nous vous enverrons à tous et toutes l'ensemble des questions qui ont été posées avec les réponses circonstanciées. Maintenant, si certains d'entre vous ont des questions à poser à Eric Feuillet sur sa présentation, je vous propose d'ouvrir la parole à tous et donc de vous donner la possibilité de vous exprimer. Alors, mais il faut d'abord lever la main. Vous pouvez les poser dans le chat. Vous avez quelques instants. Alors, nous avons peut-être une
Alors oui, et très bonne question, et j'allais de toute façon la poser, Eric. Tu as présenté un certain nombre de documents, de documentation, de fascicules, de brochures. Est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'elles peuvent être téléchargées quelque part? Oui, tout à fait. Je pourrais transmettre des liens, ce sera plus simple, parce que sinon, ça serait un peu trop volumineux. Notamment certaines qui renvoient d'ailleurs sur notre site grdf.fr de mémoire. Donc, je transmettrai les liens vers ces différentes brochures. Et puis, vous en avez d'autres via vos réseaux habituels. Hein, je crois qu'il y a un guide de la FNCCR, il y a un guide Amorce, etc. Enfin, il y a énormément de documents qui sont disponibles. Donc, je les transmettrai. D'accord. Ou ce qu'on fera, c'est qu'on joindra à ce moment-là tes références à la liste des réponses qu'on va fournir à tous les participants. Oui. Après, voilà, moi, je peux aussi répondre. D'accord. En tout cas, oui, j'ai pas précisé, mais ma zone d'intervention aujourd'hui, elle est sur la région Centre-Ouest. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais ça concerne les régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Après, on a un certain nombre de référents biodéchets chez GRDF qui couvrent l'ensemble du territoire. Donc, si vous avez des questions qui sont plus dans notre domaine, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce que je pourrais faire, c'est mettre en comment dire, communiquer la liste des référents biodéchets chez GRDF. Voilà, ça permettra aussi de faire du lien en région. Parce que notre rôle, finalement, il est là. Hein. C'est comme sur la méthanisation, c'est de mettre en relation et essayer de partager les expériences avec des acteurs bien plus compétents que nous sur le traitement du déchet. Merci Eric. Alors, une dernière petite question. Est-il facile de trouver un exutoire au reliquat de la soupe une fois l'opération de méthanisation terminée? Alors, le reliquat de la soupe, une fois la méthanisation terminée, ça s'appelle le digestat. Donc oui, le digestat, à partir du moment où, s'agissant de déchets de cuisine et de table, il a été hygiénisé, il a toutes ses propriétés. C'est-à-dire qu'on s'est assuré de l'innocuité sur le plan sanitaire, voilà. Et donc la matière peut être effectivement épandue, puisqu'un digestat conserve un statut de déchet, voilà, contrairement à un compost. Et donc, de toute façon, derrière un méthaniseur, il y a toujours un plan d'épandage. Voilà. Donc, voilà, ce qu'on va appeler le reliquat, oui, c'est ça. Une fois, grosso modo, on va dire que 90% de ce qui rentre dans un digesteur, dans un méthaniseur, va se retrouver dans le digestat. Voilà, avec des propriétés fertilisantes et des propriétés structurantes suivant la phase solide ou la phase liquide de ce digestat. Donc oui, il y a un exutoire en général, puisqu'un méthaniseur ne peut pas se mettre en place s'il n'a pas la valorisation de son digestat. Alors, encore une question, cette fois-ci, qui concerne l'appel à projet de GRDF. Et quelle est la dimension innovation qui va avec cet appel à projet? Voilà, je crois qu'appel à projet qui se Comment on clôt se le 22 distingue? avril prochain. Comment Voilà. on se distingue, effectivement? Je pense que ce qui est assez nouveau, on a déjà des méthaniseurs qui ont leur propre capacité à hygiéniser, voire à déconditionner les biodéchets, je dirais. C'est pas forcément le plus innovant aujourd'hui. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations à mettre en place sur la mobilisation, donc un peu plus sur l'amont, notamment sur la collecte, sur le choix des types de points d'apport volontaires, par exemple, sur la capacité aussi à suivre et à suivre les données, enfin, la gestion des données liées à ces déchets. Je pense que là, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, l'innovation, elle peut être sur une dimension multipartenaire aussi. C'est-à-dire, ça me paraît un point important parce que pour donner du sens finalement à tout ça, il faut que des acteurs, et j'en ai parlé à un moment donné sur la transversalité, il y a des transversalités sur les domaines au sein d'une même collectivité, mais il y a de la transversalité entre les acteurs de collectivité, entre les gens qui gèrent des méthaniseurs, hein, qui peuvent être publics ou privés d'ailleurs. Donc je pense que la dimension, elle est aussi sur les acteurs qui sont dans un projet, quoi. S'il y a de la coopération, ça donne du lien territorial et ça peut être assez différenciant. D'accord. Merci. Encore une question, cette fois-ci pour Bastien. Il s'agit d'un syndicat ayant seulement la compétence traitement. Alors, votre collègue des biodéchets en PAV n'a-t-elle pas posé de problème au niveau de vos statuts et ou la compétence collecte de vos adhérents? Avez-vous fait délibérer vos adhérents pour vous donner cette compétence collecte? Gérez-vous aussi les PAV verts et sélectifs? Alors, il me semble que j'ai apporté une réponse déjà sur cette question-là. C'est vrai qu'effectivement,
je l'avais dit, mais pour amorcer la pompe, j'aime bien utiliser ce terme-là parce qu'à un moment donné, il faut savoir démarrer et se lancer dans des aventures. C'est vrai qu'on a débordé un petit peu de nos statuts avec l'accord de nos collectivités. Alors non, ils n'ont pas délibéré là-dessus. Hein. Ça s'est fait à l'échelle de notre syndicat, de notre comité syndical, pardon, parce qu'on a les représentants, leurs élus des différentes communautés de communes. C'était de se mettre d'accord à un moment donné, effectivement, pour pouvoir démarrer, que le Cytomie puisse prendre en charge la collecte. Alors, on n'est que sur du transitoire, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin je ne sais pas exactement, mais on va leur reconfier la collecte, hein, c'est-à-dire leurs compétences, ils vont la reprendre intégralement sur ce volet-là. Donc voilà, enfin bon, ça n'a pas posé problème. Aujourd'hui, on les facture comme on leur facture la tonne d'ordures ménagères résiduelles. Hein, là aussi, pour commencer à amorcer le sujet. Après, on verra à affiner le tarif de participation de nos adhérents. Mais là aussi, on essaye de le faire en bonne intelligence et en discussion avec eux. Donc, pour répondre à la question, non, il n'y a pas eu de délibération. Oui, effectivement, on déborde un peu de notre champ de purement statut traitement, mais c'est en accord avec eux et c'est simplement pour démarrer le projet, quoi. Entendu. Merci beaucoup, Bastien. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant en dehors de celles auxquelles nous allons répondre à tous. Alors, je crois que nous avons maintenant dépassé un tout petit peu de l'heure prévue. Écoutez, je vous remercie tous vivement pour avoir pris le temps de participer à ce webinaire et à ces échanges. Et écoutez, je vous encourage vivement, toutes et tous, à vous lancer dans la collecte séparée des biodéchets. Ce que nous allons faire également, c'est que nous allons vous envoyer tout de suite un petit sondage qui va s'afficher une fois que j'aurai terminé cette session. Et ce serait sympa si vous pouviez prendre quelques instants pour y répondre et nous aider éventuellement à améliorer d'autres prochains webinaires. Je vous remercie à toutes et tous et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir.